Est-ce que tout le monde entend? Au fond, ça va? Ok, parfait. Merci à tous d'être là. Merci pour d'avoir accepté de venir pour écouter cette table ronde et ces speakers exceptionnels qui vont vous parler un peu d'Airflow, de leur vision de la place d'Airflow aujourd'hui en 2023 et dans les stacks data. Donc voilà, donc moi je suis Christophe, je vais être le modérateur l'hôte de la discussion ce soir. Peut-être je donnerai quelques arguments quand j'en ai, mais mon but c'est d'être le plus neutre possible. Alors je suis pas sûr qu'on ait un gros débat virulent, mais bon, mon but c'est d'être le plus neutre possible. Avant de commencer la discussion, je vais juste introduire le meetup pour ceux qui sont jamais venus. Et on va aussi surtout remercier Comptemétrie qui nous accueille ce soir. Donc voilà, vous voyez derrière vous Comptemétrie. Et je vais juste donner la parole à Jérémy qui va vous parler un petit peu de Comptemétrie. Voilà. Bonsoir à tous. Je vais faire rapide parce que je sais que vous n'êtes pas venu ici pour m'écouter. Je m'appelle Jérémy, je suis data engineer chez Quantmetry. D'abord, je suis ravi que Quantmetry puisse accueillir des événements de la communauté tech avec autant de personnes. C'est fou, Christophe et vous, le nombre de personnes que vous arrivez à ramener. Écoutez, en 2 mots, Quantmetry, c'est un cabinet de conseil historiquement spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et depuis 1 an et demi à peu près, on se spécialise sur des sujets plus tech que scientifiques. On travaille beaucoup sur la mise en place de plateformes de données, de mise en production de modèles et de streaming. Et en parallèle de nos missions, on travaille sur des sujets de R&D et on organise nous aussi d'ailleurs un meet-up, le meet-up AI Engineering qu'on organise donc 4 fois dans l'année. Voilà, et d'ailleurs, spoiler, on recrute, comme beaucoup. Mais nous, on n'est pas comme les États-Unis, on ne vire pas 2 ans après. Euh, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous allez passer tous un bon meet-up. Merci Christophe et merci à vous. Et je vous laisse la parole. Merci Jérémy. On peut l'applaudir. Et on peut applaudir Comptemétrie. Alors, je vais juste vous faire une petite intro sur le meetup. Déjà, première chose, bonne année 2023 à tout le monde et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Petit rappel juste de l'objectif, le but du meetup c'est d'animer la communauté Airflow parisienne. Donc ça veut dire plein de choses, ça veut dire à travers de talks comme ça. Donc table ronde c'est un peu un nouveau format, j'avais jamais fait ça avant et j'ai jamais animé une table ronde avant. Mais bon, pourquoi pas essayer et j'espère que ça vous plaira. L'objectif cette année c'est de faire un meetup par mois. Donc je rappelle ce que j'avais présenté la dernière fois. Ça veut dire qu'on va chercher des intervenants, des intervenantes pour parler d'Airflow dans les prochains meetups et des sociétés qui peuvent héberger les meetups. Donc on a déjà une petite liste pour les sociétés, c'est pour ça que c'est un tout petit peu plus petit. Alors que j'ai pas de liste pour les intervenants, voilà. Donc s'il y en a qui ont envie de parler d'Airflow, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, sur le groupe Meetup, peu importe. C'est assez ouvert, on a plein d'idées, c'est assez flexible, voilà. Concernant l'organisation juste du meetup, donc on est 3 à l'heure actuelle et il y a probablement une 4e personne qui va nous rejoindre bientôt. Donc il y a Abdelkader qui vous a fait l'accueil tout à l'heure et Nour aussi qui vous a fait l'accueil. Voilà, je les remercie grandement pour l'aide qu'ils m'ont apporté et leur envie d'aider à animer la communauté Airflow à Paris. Et moi. Donc voilà, on arrive au sujet de ce soir qui est quelle est la place d'Airflow en 2023 ? Voilà, on a 3 speakers exceptionnels. Je ne pèse pas, je pèse mes mots, pardon. Je pèse mes mots et je vais donner la parole à Benoît qui va se présenter. Voilà, tu peux te présenter, Benoît. Enchanté, moi c'est Benoît, ça va faire 4-5 ans que je bosse dans la data, toujours un peu j'aime bien dire que j'ai un rôle un peu triple casquette, data science et même un peu data analyst de temps en temps, parce que je travaille dans différentes boîtes, Maison du Monde, l'Olympique de Marseille et maintenant 10 heures, et toujours un peu avec des rôles comme ça, transverses dans différentes équipes data. Et donc voilà, et j'ai bossé avec Airflow pendant 2 ans chez Maison du Monde sous Composer, et depuis j'ai plus trop touché, j'ai découvert aussi qu'est-ce que c'est une équipe data sans orchestrateur. Donc c'était aussi intéressant de voir l'envers du décor qu'on n'a pas Airflow et qu'on a d'autres choses sous la main. Merci Benoît. Peut-être Fursi, tu peux prendre le relais pour te présenter.
Bonjour, je m'appelle Fursipin. Donc moi, je suis data engineer depuis 11 ans maintenant. Donc j'ai vu passer pas mal de choses. J'ai créé mon premier cluster Hadoop en 2012. Donc j'ai utilisé Oozie. On est passé par un scheduler maison. Je suis passé pas longtemps chez Criteo aussi, où j'ai vu d'autres schedulers maison. Et ensuite j'ai passé 4 ans chez United Credit en tant que lead data engineer. On a mis en place une stack Airflow qu'on a migré au bout de 3-4 ans vers Cloud Composer. Et voilà, et maintenant je suis passé indépendant. Et Marc, tu peux aussi te présenter. Donc bonjour à tous, enchanté. Donc moi c'est Marc, donc je travaille chez Astronomer qui est un petit peu donc qui est une boîte US et qui est un petit peu Airflow, la version managée d'Airflow. Donc si vous voulez Airflow sur le cloud, sans tous les problèmes à côté, c'est Astronomer. C'est la petite pub rapide. Et sinon du coup j'étais data engineer chez Boursorama pendant 3 ans. J'ai quitté Boursorama parce que je pouvais pas utiliser Airflow pour plein de raisons. Et du coup, ensuite, j'ai donc développé plusieurs cours sur Udemy, sur Airflow. Et donc, j'ai rejoint Astronomer en tant que en tant que Head of Customer Education du fait des cours que j'avais fait sur Udemy. Et donc voilà, très ravi d'être ici. Et puis, merci pour l'invitation. Avec plaisir et merci à vous d'avoir accepté de venir parler ce soir. C'est exceptionnel, je pense, Marc, si vous le voyez déjà sur Internet, il parle en anglais d'habitude. Vous allez l'entendre en français peut-être pour la première fois parler. Ok, alors j'avais une petite question introductive, mais vous avez tous un petit peu déjà répondu, mais je vais quand même la reposer. C'est vous en êtes où aujourd'hui dans votre relation amoureuse avec Airflow? Vous en êtes où dans votre parcours en fait Pour toi, je pense que c'est... Je le déteste. Non, en fait, ma relation amoureuse avec Airflow, je sais pas si c'est une relation amoureuse, mais en tout cas, quand j'étais data engineer chez Boursorama, je pense qu'on l'a tous vécu, mais c'était extrêmement difficile d'orchestrer un peu tous nos pipelines de données, etc. Il y avait beaucoup d'outils qu'on utilisait, différents outils. Monitorer tout ça, c'était extrêmement difficile. On avait des cron, les fameux. Et du coup, en fait, je cherchais une solution. J'ai découvert Airflow, je crois que c'était en 2017, je crois. Donc ça devait être la version, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent encore cette version, mais ça devait être la 1.10 quelque chose. Si vous l'utilisez, je compatis. Mais en tout cas, voilà. Donc à cette époque, c'était la 1.10. Ça m'avait beaucoup aidé. Bon, on n'avait pas pu l'utiliser, mais en tout cas, j'avais vu le potentiel de l'outil. Et surtout, beaucoup de data engineers comme moi qui étaient en souffrance voulaient un outil comme Airflow parce qu'auparavant, il y avait Oozie. Donc voilà. Et donc, non, forcément, j'ai rejoint Astronomer. J'aime beaucoup Airflow. Je crois énormément dans le projet. Après, je suis pas naïf aussi. Je sais qu'il y a des choses encore à améliorer. Mais donc, non, on n'est pas proche du divorce pour l'instant, en tout cas. Cool. Merci. Moi, pour le moment, comme je suis passé indépendant, c'est on hold. Donc, ça va dépendre de chez qui je travaille. Mais clairement, oui. Je pense que pour les clients, pour les prochains use cases ou si j'ai besoin de scheduler des choses, Airflow, je considérais ça sérieusement parce que j'étais plutôt content de ce qu'on faisait avec. J'aime bien aussi explorer des nouvelles technos et donc je pense que si j'ai le temps, je pourrais tester ou demander à Christophe ce qu'il pense d'autres schedulers. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas le sujet de ce soir. C'est pas le sujet de ce soir. Et donc voilà, mais voilà, j'ai utilisé Airflow pendant 4 ans et je pense que c'est un bon scheduler et on en reparlera. C'est très compliqué de faire un bon scheduler. Ouais, je sais que tu as un avis là-dessus. Et toi, Benoît? Moi, ça va être un peu différent. Moi, j'ai bossé sur Airflow pendant 2 ans et sous Composer, donc j'étais dans une stack full GCP. Donc pas mal de problèmes avec Composer, c'était en 2018, donc c'était encore les versions pas très stables et c'était un peu compliqué, il fallait migrer souvent du code Airflow, du code de l'infra Composer, etc. Donc et moi c'était mon premier orchestrateur, et avant je connaissais que du cron oriented ou du rundeck ou équivalent. Donc Airflow, tout début j'ai plutôt kiffé. Et par contre après 2 ans, je voyais qu'il y avait pas mal de legacy, pas mal de code custom. On n'était pas sur les dernières versions bien sûr, hein, mais peut-être que ça a changé entre temps. Et après, au fur et à mesure des autres expériences que j'ai pu avoir sans Airflow, j'ai découvert tout un autre monde sans orchestrateur notamment, où tu peux faire juste faire être très API vers API, un peu trigger oriented. Et ça m'a ouvert un peu les yeux sur, en fait, on n'est pas obligé de faire de l'orchestration avec un vrai scheduler à part entière.
et on peut aussi faire de l'orchestration d'une façon différente, et on le voit maintenant un peu ce qu'on appelle la moderne data stack, où en fait il n'y a plus forcément un Airflow tout le temps en place. Oui, j'attaque direct. Ouais. Et donc, ouais, voilà. Donc moi, je suis plutôt en train de regarder ce qui se fait ailleurs, si je devais être honnête, genre les nouvelles, quand je vois Daxter ou Kestra ou d'autres technos. Ouais, mais c'est des C'est des orchestrateurs. orchestrateurs, mais qui se veulent peut-être un peu moins gros sabots, ou un peu moins, enfin un peu plus récents, et du coup qui ont peut-être comblé les creux que Airflow avait en tout cas. Ou, Ok. Donc tu as déjà divorcé. un peu. Ouais. Parfait. Ça apportera de la contradiction. Ok, merci pour cette première introduction. Juste pour info, je vais essayer de faire un peu aussi dynamique. Si vous avez des questions, alors on va pas faire des interruptions, mais si vous avez des questions et à des moments où vous voulez rebondir, j'essaierai de juste prendre un peu le relais et de prendre une ou deux questions dans l'audience à certains moments. Donc n'hésitez pas à lever la main s'il y a un moment où vous avez vraiment une question qui vous brûle. J'essaierai de trouver du temps pour ensuite la poser au speaker. Ok, alors pour commencer le débat, du coup, je vais poser une question qui est assez ouverte et peut-être assez large. C'est, quelle est la place d'Airflow en 2023 ? Et peut-être la question un peu plus précise ou subsidiaire, c'est si vous aviez à démarrer une data platform aujourd'hui, est-ce que vous prendriez Airflow ? Qui veut commencer ? Moi j'ai une petite idée sur la question. Je pense que ça va. Je vais peut-être nuancer un peu ce que je disais avant, mais je pense que ça va dépendre de la taille de la boîte dans laquelle tu fais la stack. Si tu démarres sur une startup ou un truc très petit, j'aurais envie de dire Airflow, c'est peut-être pas la solution tout de suite à mettre en place. Il faut peut-être l'envisager, mais pas pour tout de suite. Par contre, si c'est sur un gros groupe, une grosse boîte avec plus de, je sais pas, une équipe de data, plus de 20 personnes, 30 personnes, là j'aurais tendance à dire au moins Airflow, ou en tout cas l'envisager de façon très sérieuse, et peut-être regarder ce qui se fait ailleurs, Daxter, Prefect ou compagnie. Mais clairement, ouais, j'irais quand même sur un Airflow parce que c'est quand même la base. Il y a une commu, quand même, c'est la plus grosse commu sur un orchestrateur. Ça reste de l'open source assez bien managé. Il y a du support, notamment avec Astronomer. Donc, ouais, quand même, j'irais quand même sur Airflow, mais ça va dépendre un peu de la taille de la boîte. Si je devais nuancer. Toi, ta réponse, c'est ça dépend de la taille de boîte. Ouais, surtout, ouais. T'en penses quoi, Fursi ? Ouais, moi je dirais pareil, ça dépend vraiment de la taille de la boîte, des utilisateurs, du use case, de ce qu'ils veulent faire et de la vitesse à laquelle ils veulent aller. Enfin, pour donner un exemple, justement, avant de partir chez United, il y avait une équipe qui faisait du SQL, qui n'était pas data analyst, mais qui faisait du SQL. Ils avaient vu que les data analysts utilisaient DBT, ils voulaient un peu de DBT. Les DBT, je les avais mis sur DBT et puis du Airflow pour scheduler. Mais eux, j'ai voulu vraiment faire un truc dead simple. Donc ils avaient du DBT et après, en fait, c'est un peu une des solutions que tu proposes dans ton article. C'était vraiment, c'était la CI/CD en fait qui lançait DBT et puis tu schedules ton truc et pour commencer, il n'y a pas besoin. Je pense que c'est après, ils vont se poser des questions, ils vont avoir des problèmes, ils vont dire ouais mais là on aimerait bien avoir une interface, on voit quelle tâche à planter ou relancer à tel endroit ou après. Il y a plein de questions qui vont arriver. Si tu as de la grosse volumétrie aussi, tu vas vouloir potentiellement optimiser tes choses. Tu vas avoir des jobs, tu vas vouloir qu'ils tournent tous les jours, toutes les heures, et d'autres jobs, tu vas vouloir qu'ils tournent toutes les semaines. Et ça, c'est peut-être plus compliqué à faire sans un bon scheduler. Ok. Moi, je pense qu'en fait, honnêtement, forcément, les use cases, etc., c'est forcément important. La taille de la boîte aussi. Maintenant, je pense très honnêtement qu'il y a un peu cette impression qu'Airflow est un gros truc à gérer, manager, lancer, etc. Alors que ce n'est pas vraiment le cas en soi. En fait, Airflow, vous pouvez très bien le lancer sur votre machine tout de suite. C'est aussi simple qu'une commande, qu'une ligne de commande. Surtout que maintenant, je pense que tout le monde est familier avec Docker. Vous lancez une ligne de commande avec Docker et vous avez votre Airflow en local. Et honnêtement, le gros problème un petit peu d'Airflow, c'est limite son point positif aussi, c'est sa flexibilité. C'est-à-dire que si demain vous avez envie de lancer 10 000 jobs, vous pouvez le faire. Si vous avez envie d'en lancer 2, vous pouvez le faire aussi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Airflow, ça fonctionne sur une seule machine, ça peut fonctionner sur une seule machine, et c'est aussi simple qu'une ligne de commande. Et vous êtes prêt à utiliser Airflow et à scheduler vos pipelines de données, etc. Donc je pense que quand on démarre une stack data, est-ce qu'on a besoin d'un scheduler de manière générale, ou en tout cas est-ce qu'on a besoin d'Airflow ? Je pense que oui, ça facilite la vie en tout cas, parce qu'on va être très vite amené à utiliser différents outils, donc il vous faut quelque chose qui vous permet de faire un peu cette glue entre les différents outils. Et surtout,
je lancez Airflow, essayez, exécutez vos tâches, etc. Et quand vous allez atteindre ce fameux moment où là, vous voyez que vous ne pouvez plus exécuter autant de tâches, où vous n'avez pas assez de ressources, etc., là, on pourra parler de scaler sur Kubernetes, etc. Et là, effectivement, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'en première étape, Airflow, ça peut être aussi un bon outil, en tout cas, qui est assez simple à utiliser, mine de rien, en tout cas au début. Je veux juste le nuancer en effet, après je te passerai la parole. Je peux être biaisé. Hein, Non, mais c'est juste qu'en effet, aujourd'hui Airflow c'est devenu plutôt simple à exécuter. Il y a quand même un truc qui est compliqué, c'est que quand tu fais pip install, tu installes plus de 150 dépendances. Et il y a, on va dire, de la concurrence ou d'autres manières où tu pourrais dire en fait il y a un truc beaucoup plus léger, quoi. Enfin, ça n'a pas une petite footprint Airflow. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ça a changé aussi un petit peu, mine de rien. Parce que, effectivement, pour ceux qui sont. Qui est sur Airflow 1.10, quelque chose, ou en tout cas avant 2.0 dans cette salle? Si vous pouvez juste lever la main, personne. Ah, il y a 2 personnes quand même. Bon, en tout cas, si vous avez connu Airflow avant 2.0, effectivement, il y avait beaucoup de choses qui s'installaient. Parce que tout était dans le même package, Core, Apache Airflow, etc. Maintenant, c'est un peu différent, c'est plus modulaire, etc. Il y a ce système de providers. Et je suis d'accord avec toi, mais finalement, ce pip install, tu n'as pas vraiment à le faire, puisqu'avec Docker, tu vas lancer ton Docker container, même ton Docker Compose, tu as Airflow, tu as tout qui s'installe sur ta machine. Donc en soi, je trouve que, voilà, certes, il y a beaucoup de choses qui s'installent avec Airflow, mais je trouve que ça reste quand même assez simple, encore une fois, à l'installation. En tout cas, si vous ne faites pas manuellement, effectivement, avec les pip install, des choses comme ça. Okay, je crois que Fercy veut... Ouais, je voudrais rebondir, pardon. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis là-dessus. C'est-à-dire que moi, l'expérience que j'ai eue, c'était il y a 5 ans maintenant, quand j'avais mis en place l'Airflow. C'était assez rapide, même le POC, ça c'était allé très vite. Ce qui m'avait pris le plus de temps au final, c'était plus en gros la partie, j'ai voulu faire un truc propre, donc en gros c'était déployer la VM avec du Terraform, etc. Et surtout, ce qui m'avait pris beaucoup de temps, et en soi, je pense pas que ce soit la faute Airflow pour le coup, mais c'était plus faire tout le pipeline de CI/CD en fait, pour avoir vraiment un pipeline de CI/CD propre, etc. pour déployer. En plus, moi je me familiarisais avec l'outil de CI/CD qui était Azure DevOps que je connaissais pas. Mais donc c'est ça qui m'avait pris au final un peu de temps. Et après, par contre, effectivement, et on en avait reparlé sur le Slack l'autre fois, il y a eu des gens qui se posaient la question de pour commencer, est-ce qu'il valait mieux partir sur Cloud Composer ou sur du Airflow sur une VM? Au final, la conclusion c'était nous on a fait ça, on a fait Airflow sur une VM, ça a bien tenu pendant 3-4 ans, et puis après on a fini par avoir des problèmes on voulait plus scaler, etc. Donc on est passé sur autre chose, mais pour commencer ça marche pas mal. Y a quand même une nuance que je donnerais, c'était, alors peut-être que c'est plus le cas dans la version 2, mais il y avait un souci, je crois, c'était que comme j'avais vraiment voulu aller au plus simple, j'avais mis un local executor, quoi. Et du coup, il y avait certaines fonctionnalités, genre le backfill, je crois, ou certaines fonctionnalités qui marchaient pas bien, ou qui pouvaient pas, ou le Airflow Run qui marchait pas, je crois, à cause du local executor. Et d'ailleurs, dans la doc, c'est pas recommandé d'utiliser ça pour un déploiement prod. Il recommande d'utiliser un Celery executor ou un Dask executor. Et là, si tu te retrouves à avoir le Celery ou le Dask executor, c'est-à-dire qu'il te faut à côté un cluster Celery, un cluster Dask, et ça commence à tirer pas mal de choses. D'où l'intérêt aussi, typiquement, des offres managées, quoi. Ouais. Ah oui. Enfin, la nouvelle d'il y a 2 ans. Ok. Il y a probablement effectivement des meilleures solutions maintenant. Tu veux rebondir, Benoît, ou... Ok. Sur ce truc de complexité, moi je veux juste poser une question pour juste avoir votre vision. C'est une des recos, c'est de dire on commence avec Airflow sur une seule machine. Donc je suis un data engineer ou je suis un data analyst, analytics engineer ou data scientist qui est un peu tech savvy, et je me dis je lance tout sur une seule machine. Du coup je commence à faire des trucs dans Airflow, sauf que je suis une petite équipe et je commence à rajouter de plus en plus de trucs dans mon Airflow, et puis un jour ça marche plus, mais ça marche plus du tout. Et dans le sens où il y a trop de trucs dans mon Airflow il pète tous les matins ou 2 fois par semaine, et mon équipe n'a pas grossi. Et en fait, tu arrives à un dead end un peu où ton Airflow est devenu trop complexe et la machine elle peut s'emballer hyper vite, non?
je sais pas, enfin au pire tu doubles la taille de ta VM, enfin c'est ce qu'on a fait plusieurs fois quoi, on double la taille de la VM. Ouais, et puis au bout d'un moment, tu peux plus doubler la taille de la VM Voilà. ou ça coûte trop cher. Bah au bout d'un moment on s'est dit ouais on va migrer sur, donc on a commencé à vouloir migrer sur Cloud Composer, parce que j'entends des... Désolé. Bah non, enfin justement, enfin nous on était dans des use cases où il y avait des gros batchs nocturnes en fait, donc on lançait plein de tâches la nuit et la journée il y avait rien. Donc ce qui m'intéressait on a commencé à regarder pile quand il y a eu Cloud Composer 2, et ce qui m'intéressait justement c'était le fait qu'il y avait l'autoscale Kubernetes derrière, donc normalement tu pouvais aussi tu payais tes exécuteurs que quand tu les utilisais quoi, grosso modo. Ouais, ok. Tu veux rebondir ou non? Peut-être un mot sur Cloud Composer et sur le manager. Est-ce que, enfin, j'ai jamais mis du Airflow sur une VM unique. C'est quoi enfin, pourquoi tu pars pas directement sur un cluster ou un truc managé directement, sachant que tu sais déjà d'avance que, en fait, enfin, souvent tu sais, en tout cas, tu peux anticiper le cas de, je vais avoir trop de jobs et ma VM, elle va forcément être capée à un moment en termes de ressources. C'est juste t'as forcément, j'imagine, le problème de t'es pas assez staffé ou t'as pas assez de compétences pour partir sur un cluster, ou il y a d'autres. Oui, enfin pour répondre, hein, c'était vraiment ça. Je venais d'arriver, il fallait aller vite et sortir un POC très rapidement pour commencer à livrer, parce que donc c'était plus ça. Puis il y a toujours l'optimisme de se dire on aura le temps de repasser derrière, et puis 3 ans plus tard, le truc est encore là. Mais bon, il tenait. Donc, mais il y a un moment où on dit ok, on va faire un chantier, on va migrer sur autre chose. Et pareil, tu parlais de l'avoir fait de façon peut-être clean avec un Terraform derrière, avec un truc un peu IAC. Est-ce que c'est pas dangereux pour des équipes qui n'ont pas ces compétences-là ou le temps pour faire ça, de popper une VM comme ça un peu en mode clic-bouton et de mettre son Airflow en piste install ou avec un Docker directement, et d'avoir un truc un peu bancal dès qu'il va falloir faire un upgrade ou un update, et de le faire un peu à la main sur la prod directement enfin, ça me fait toujours un peu peur personnellement de me dire si j'ai pas pris le temps de le faire bien en infra as code, avec du cloud derrière, etc. Est-ce que j'ai pas un peu un risque de, comme dit un peu Christophe, en fait, au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec un truc qui est mort et tu vas galérer à le maintenir, quoi. Si, totalement, c'est clairement. Enfin, on a eu ce problème-là il y a un moment, c'est-à-dire qu'il y a une fois, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé derrière, malheureusement, mais on a voulu justement upgrader la version d'Airflow. Donc on avait upgradé, on avait fait l'upgrade sur la base de données, on avait fait un backup de base de données avant quand même. Ça s'est bien passé. Enfin, on avait testé en pré-prod d'abord, il n'y avait pas de problème, après en prod. Et on n'a jamais compris ce qui s'était passé, mais le lendemain matin, le scheduler avait fait n'importe quoi. On n'a pas su ce que c'était, et c'était vraiment un vrai problème. Et du coup, on a fini par on a rollbacké, c'est-à-dire qu'on a pris on a restauré la DB à l'état d'avant l'upgrade. Et du coup, on a utilisé des scripts Terraform pour déployer le VM proprement avec l'état d'avant, quoi. Il y a un article qui avait beaucoup fait, je relance sur un autre sujet, il y a un article qui avait fait beaucoup de bruit, ou enfin peu importe, ou qui avait été beaucoup repartagé il y a quelques années, qui s'appelait We are all using Airflow the wrong way. Alors si je le résume rapidement, cet article, ce qui est écrit dedans, c'est de dire on devrait utiliser Airflow juste comme un orchestrateur de containers qui tourne ailleurs. Et donc pas dans Airflow. Et Airflow, ça ne doit pas faire du runtime. Et globalement, Airflow, c'est un scheduler d'orchestration de containers. Je sais que Fursi, c'est ce que tu aussi recommandes. Donc je vais plutôt d'abord donner la parole à Marc ou à Benoît sur leur avis par rapport à cette vision-là. Je donne la parole à Marc ou Benoît et tu donnes. Non, mais c'est juste pour nuancer. C'est ce que j'applique moi-même. Après, je peux concevoir qu'il y a d'autres façons de faire. Mais oui, okay. Je recommande pas. Forcément, ça dépend du use case. Mais pour mon use case, c'était ce que je préférais faire. Ouais, je pense que cet article-là, à mon avis, tout le monde l'a vu, ou en tout cas une bonne partie d'entre vous l'ont vu. Donc c'était effectivement, merci Christophe pour le résumé. C'était même aussi, au-delà de ça, c'était juste les opérateurs ne servent à rien. Vous utilisez juste le Kubernetes Pod Operator ou d'autres, et puis c'est bon quoi. Et je pense que moi, quand je l'ai vu cet article-là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du sens. Je me suis dit, mais pourquoi je vais apprendre 10 000 opérateurs alors qu'en fait je peux juste en utiliser un, faire des images Docker,
mettre ma tâche dedans et c'est fini. À mon avis, après en avoir discuté avec des développeurs Airflow, enfin des développeurs Airflow, en tout cas des PMC members d'Airflow, l'avis c'est que le but de ces opérateurs-là, c'est quand même de simplifier un peu certaines tâches. Hein, puisque finalement, quand vous allez faire votre image Docker, avec votre tâche dedans, vous allez un peu réinventer la roue. En tout cas, il y a toujours des petites préconfigs à faire, etc. Si vous voulez interagir avec Postgre et que vous n'utilisez pas le Postgre opérateur, vous allez forcément faire un peu une préconfiguration, etc. Donc vous allez un peu réinventer la roue à chaque fois. Donc je nuancerais ça. Je pense qu'il y a clairement une utilité au Kubernetes Pod Operator ou d'autres, hein, les Docker opérateurs, etc. Donc tous ces opérateurs-là qui vous permettent de lancer vos tâches dans des containers. Maintenant, c'est pas la solution magique, hein. Comme tu l'as dit, il y a d'autres manières aussi de faire. Ça peut être très utile dans certains cas, notamment pour gérer tous les problèmes de dépendance. Je pense qu'on a tous un peu souffert avec les dépendances Python, etc. Et donc voilà. Non, je pense que c'est un petit peu à nuancer au niveau de cet article-là. Après voilà, les opérateurs ont leur fonctionnalité. Ils existent pour une raison, c'est pour vous simplifier la vie, pour me simplifier la vie aussi. Maintenant, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de tous les connaître par cœur. Mais voilà. Ouais, plutôt d'accord avec cette vision-là aussi. Clairement, enfin, j'aime bien l'idée d'avoir tout bien isolé de chaque côté. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Marc, de réinventer la roue. C'est sûr que tu vas avoir beaucoup, même en vrai, tu l'as bien dit, mais tu vas devoir redévelopper pas mal de trucs pour avoir les connexions aux bases de données et X outils. Après, c'est quand même cool d'avoir tout bien isolé comme ça, tu peux assez bien scaler et bien updater tes flows, etc. Après, pareil, si on repart sur ça, c'est bien quand tu as un Kubernetes, du coup, où tu peux avoir une gestion de conteneur un peu scalable. Par contre, j'imagine que quand tu es sur une VM unique ou sur un truc mononode, tu vas être obligé d'utiliser du coup Airflow en mode runtime. Le code, il va tourner forcément sur Airflow ou sur un outil, un SaaS, un cloud. Après, tu peux faire du ECS, non pas du ECS, du compute non-giant, de la VM, quoi. Non, du Docker lancé chez AWS, Ouais, du Cloud Run chez Google et chez AWS, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça peut être une bonne alternative pour le coup. EBS peut-être. Hmm. Ouais, c'est ECS en fait. Ouais. Ouais, c'est ECS. Mais ok, sinon on va être d'accord avec cette vision-là de Airflow devrait, entre guillemets, enfin dans la plupart du temps, être juste un orchestrateur un scheduler de conteneurs, quoi. De containers de process quoi. De process qui tournent pas dans Airflow. Qui tournent pas dans Airflow, ouais. Mais du coup, ma relance là-dessus, c'est pourquoi on utilise Airflow et pas Kubernetes? J'allais poser la question après. Parce que j'imagine que ce qui est cool avec Airflow, c'est que c'est du Python, du coup c'est assez facile à écrire, alors qu'en Kubernetes, tu vas devoir faire ta tambouille dans du YAML et devoir scheduler des choses en YAML avec des comptables ou des choses comme ça. Je connais pas assez bien Kubernetes, mais tu vas pas avoir cette interface Airflow en Python qui est quand même assez cool pour des gens dans la data qui ont fait beaucoup de Python quand même à la base. Donc je pense que c'est surtout pour ça notamment. Enfin, le DSL, le Airflow est cool quoi en Python. Il peut être un peu lourd, un peu verbeux peut-être à la longue, mais il est quand même pas mal. Ok. Merci, tu veux... Il y a beaucoup de choses à dire, mais ouais, déjà pour commencer, je dirais que c'est vrai que moi, disclaimer, je suis un gros utilisateur de Spark et je suis data engineer à la base, et donc j'étais sur des problématiques de transformation avec Spark, etc. Pour moi, Spark c'était un peu la pelleteuse avec laquelle je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais et qui avait l'avantage de très bien scaler. En fait, j'avais mon cluster et puis je pouvais aller chercher des gros volumes de données. Et donc en gros, l'idée c'était je développe les jobs en Spark ou quoi. Je peux aller me connecter à plein de sources de données, à des bases Postgre, à des machins. Je fais mes transformations et puis j'envoie où j'ai besoin. Et pour je crois au principe d'encapsulation et de séparation des problématiques. Et donc pour moi, tu as d'une part un job qui fait un truc et après tu as un outil qui schedule et qui appelle ce job. Et les deux doivent être indépendants. Ce qui a pas mal d'avantages, c'est que tu peux tester ton job de manière indépendante. Tu peux, si un jour tu veux migrer de Airflow vers autre chose, c'est facile parce que t'as pas trop de, t'as juste en fait ton opérateur Spark qui va juste appeler en gros le nom du job et puis il va pas faire grand chose de plus. Mais après effectivement tu peux faire plein d'autres choses avec Airflow. Moi j'étais pas sur des use cases de data science par exemple où tu peux avoir effectivement d'autres problématiques. Je me pose sincèrement la question de comment, si tu commences à avoir, tu fais ton petit job sur Airflow et après tu veux tu commences à avoir une grosse volumétrie de données et tu veux le paralyser sur
à un moment donné, si, t'es obligé de passer par un truc comme Spark ou voilà, ou BigQuery ou DBT. Mais donc c'est pour ça que je suis plutôt partisan de ça pour la scalabilité aussi du workload. En fait, si un jour tu commences à avoir beaucoup de volume, je suis pas sûr que ça scale bien de faire les trucs directement avec des Airflow opérateurs. Après, peut-être qu'il y a des moyens, des tricks, mais je trouve pas ça très propre. Mais après, j'ai pas testé non plus, donc peut-être qu'il y a des moyens pro de le faire. Tu veux rajouter quelque chose ou Juste, je viens d'oublier. En fait, je pense qu'en fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Airflow, c'est un orchestrateur. Et que, pas un scheduler? enfin, un scheduler. Mais son rôle, c'est pas pour moi si par exemple, et d'ailleurs je rebondis donc du coup sur le sujet du meetup, exécuter tout dans des Python opérateurs, c'est pas la bonne approche sur Airflow. Voilà, je préfère le dire. C'est très facile de le faire. On l'a tous fait, je l'ai fait. C'est facile, on fait nos fonctions Python, etc. Et c'est bon. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit précédemment, ça ne scale pas. Parce que Airflow, vous allez exécuter donc, du coup, vos tâches sur les machines où est Airflow. Et normalement, des machines où il y a Airflow, ce n'est pas designé de la même manière que des machines où on va faire du Spark. Donc ça n'a pas autant de ressources, etc. Donc vous allez très vite vous retrouver avec de fabuleuses erreurs type plus de mémoire, etc. Enfin les OOM, on les aime tous. Et donc je pense que c'est là en fait où justement utiliser des opérateurs, ça a du sens, autre que le Python opérateur, s'il vous plaît. Qu'il y a aussi d'autres opérateurs justement qui vont vous permettre d'exécuter des tâches, mais en dehors d'Airflow. Parce que c'est ça qu'il faut retenir en fait avec Airflow, c'est que c'est vraiment un trigger. Son rôle, c'est de trigger des choses. J'ai un Spark job, je le trigger et ça s'exécute dans une machine où il y a Spark. J'ai un job, je sais pas moi, j'ai un job où je veux exécuter du DBT, ça va s'exécuter chez DBT, mais pas chez Airflow. Si vous faites tout en Python avec des Python operators, vous allez forcément détester Airflow, je vous le dis. Et voilà, je pense que c'est ça, mais c'est aussi le problème d'Airflow, c'est cette liberté qui permet et qu'on utilise, qui fait que à un certain point, ça peut poser problème si effectivement on fait tout dans le scheduler. Il y a une question, ouais. Je vais juste reformuler la question. Non, c'est pas c'est les micros, il y a des fils, donc enfin des câbles. La question c'est, est-ce que ta recommandation, elle n'est pas caduque de ne pas utiliser des Python operators en fonction du type de déploiement que l'on fait de Airflow, et donc particulièrement si on est sur un cluster cube ou... Non, si, bien sûr. Très bonne question. Et je pense que voilà, c'est comme pour toute recommandation, il y a des recommandations générales. Après, ça dépend de vos use cases, ça dépend de plein de choses, de votre architecture, etc. Il n'y a pas de choses. Cela dit, si vous exécutez vos tâches avec un Kubernetes executor, hein, donc ça veut dire que vos tâches vont être dans des pods Kubernetes à la fin. Là, effectivement, ça change un peu la donne, puisque le rôle de Kubernetes, et je ne suis pas un DevOps, hein, donc je peux me tromper à ce niveau-là, mais je pense que c'est ça. Le rôle de Kubernetes, c'est justement d'envoyer vos pods sur les bonnes machines, sizées de la bonne manière, en fonction de la RAM, du CPU que vous avez besoin. Donc vous solutionnez un peu ce problème, justement, en utilisant le Kubernetes Executor. Mais donc là, dans ton cas, tu exécutes tes tâches dans un contexte Kubernetes. Moi, c'était plus dans le sens de manière générale, exécuter tout avec le Python operator, ça va vous poser des problèmes. Parce que si on l'exécute par exemple sur une seule machine et non dans un environnement Kubernetes, là ça peut poser des problèmes. Parce que Kubernetes, il ne va pas être là pour dire « Ah, au fait, ta tâche elle a besoin de 3 Go ou 2 CPU, donc je vais l'envoyer sur ce node-là. » Tu vois, ça ne va pas se produire. Et donc là, tu risques d'avoir un problème. Alors que c'est pour ça que je préfère dire utiliser Airflow plutôt qu'en tant que trigger, qu'en tant que vraiment exécuter des tâches type Spark pour transformer votre data, etc. Tu veux dire quelque chose ou... Ouais, j'ai peur de rentrer trop dans la technique après, mais je peux essayer. Mais... En fait, je me posais une question, mais c'est peut-être une question bête, mais parce que je crois que c'est un truc qu'on avait envisagé, mais imaginons que, parce que quand tu tournes sur Kubernetes, en gros, tu peux dire tes workers, en fait, ils vont tourner dans des pods et tu peux avoir n workers. Et en gros, tu peux faire des workers avec qui lancent une seule tâche par worker, et du coup, ils sont chacun dans un pod différent. Donc après, tu peux dire sur un Python opérateur, et j'ai pas besoin de passer par un Kubernetes opérateur. Je me demande si c'était pas ça le sens de la question, mais j'ai peut-être mal compris, c'est ça? D'accord. On avait réfléchi un peu à ça, et on avait fini par faire des Kubernetes opérateurs
pour une autre raison qui était aussi en fait le fait que ça permet aussi de séparer les dépendances. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas lancer. Enfin, typiquement, on avait des jobs qui lançaient du DBT. Et donc, en gros, c'est-à-dire que ton DBT, il appelait une image Docker qui avait été DBT installée. Mais tu n'avais pas forcément envie d'installer DBT dans tes pods Airflow et dans ton environnement Airflow. En particulier, si tu veux faire cohabiter plusieurs versions d'un même truc, tu es obligé de faire ça, par exemple. Donc, ça peut être intéressant aussi pour cette raison-là, de pouvoir gérer plusieurs versions. De faire comme ça, d'utiliser un Kubernetes opérateur. Et donc après, du coup, c'est-à-dire que ton pod il fait pas grand-chose. Enfin, ton pod, tes workers Airflow ils font pas grand-chose. Et du coup, nous, ce qu'on avait, c'était qu'on avait un worker qui lançait 5 threads parce qu'il faisait rien, quoi. Ouais. Ok. Je vais relancer sur un autre sujet la discussion, plutôt du côté de Benoît. Si je me souviens bien, tu as écrit un article il y a quelques temps qui s'appelle You Don't Need Another Orchestrator Yet, quelque chose comme ça. Un peu provoque, ouais, mais ouais. Ouais. Est-ce que tu peux. Du coup, l'idée, c'est de dire en fait, Airflow, ça sert à rien aujourd'hui. Voilà. En résumé. Et ouais. Pourquoi tu as vu la lumière de ce côté-là? Bah en fait, c'est pour parler un peu de mon expérience, c'est qu'avant, je bossais dans une équipe data où on était 20, 30, 40 sur Composer avec Airflow. Et j'ai changé de boîte. Et là-bas, on était 2 data scientists et 2 data ingénieurs, on va dire, à peu près. Et ils venaient de monter une stack sur AWS. Et il n'y avait pas encore le Airflow managé par AWS. Je crois que c'est sorti récemment, ça. On n'était pas assez, de toute façon, pour gérer du Airflow pour les besoins qu'on avait. Et on est vite parti sur c'est un peu comme ça qu'AWS vend les choses, c'est en mode on va utiliser des services AWS qui sont très low level ou très plus techniques que ce qui se fait sur GCP ou Azure, où tu vas juste plutôt interfacer des API entre elles pour faire ingérer des données depuis des API, faire les transfos, faire du loading dans Redshift, dans un warehouse, et après les exposer sur du dashboarding, etc. Et du coup, j'ai découvert ce paradigme-là un peu de événementiel, voilà. Et du coup, en faisant ça, je me dis, en fait, c'est cool, j'ai plus besoin d'Airflow et ça se passe très bien et je peux très bien gérer mes erreurs tranquillement. Et en fait, vu que je suis très webhook, très API, j'ai une liberté que j'avais pas sur Airflow et je peux être custom un peu partout. Le problème de ça, donc c'était vachement intéressant d'un point de vue technique et puis personnel. Après, le problème de ça, faut le mettre un peu en parallèle avec d'autres choses, mais t'as plus du coup cette vision un peu globale que Airflow te donne de, en fait, j'ai ma vision full DAG de A à Z. Là, j'étais vachement organique et plus je grossissais ma stack, plus j'avais des nouveaux flux, plus en fait j'avais moins cette vision globale. Donc c'était bien à ce niveau-là d'équipe, on était 4-5 avec pas trop de demandes, on avait 3-4 stakeholders max. Comparé à des boîtes où on est plus d'une centaine, où là tu commences à avoir beaucoup de flux et limite même plusieurs équipes qui utilisent un Airflow mais qui se parlent pas forcément entre elles, où tu as besoin d'avoir un truc un peu global que Airflow apporte. Ouais. Bon, Mais du coup, voilà, ça, et on revient un peu sur la question du début de en fait ça dépend de l'équipe, de la taille. Mais par contre, j'allais beaucoup plus vite à développer mes features et mes flux en mode API to API que de faire du Airflow et d'essayer de deep dive un peu partout. Là, j'étais vraiment sur AWS, donc un peu lock-in avec AWS, mais c'était ultra rapide et ultra intéressant. Ouais. Pourquoi tu penses que c'était... Enfin, moi, intuitivement, je dirais je vais plus vite pour faire un DAG sur Airflow que d'aller me casser les pieds à développer sur AWS des trucs où je vois rien. Le truc cool avec AWS, ou en tout cas même avec d'autres providers, parce que Google le fait plutôt bien maintenant aussi, mais c'était que tu étais vachement scalable et très serverless, donc en termes de coût, tu t'y retrouvais vachement. Tout ce qui était cloud, les lambdas, c'est chez AWS, les triggers, dès que tu peux faire de l'événementiel en mode, dès que tu as un fichier qui apparaît sur ton Data Lake, donc S3, ça déclenche une cloud function et du coup, tu peux être très séquentiel, très événementiel. Et c'est ultra optimisé, c'est pas très cher par rapport à un composer ou à manager, avoir une équipe qui te manage ton Airflow, une équipe de 3-4 data ingénieurs qui va te coûter un bras entre guillemets. Là j'étais presque tout seul, on était deux. J'étais tout seul, on était deux et on faisait du API to API et c'était très peu coûteux quoi. Ok. Quelqu'un veut relancer ou... Ah, vas-y. Moi j'avais une question justement pour toi, je me posais la question. Tu l'as pas dit, mais du coup j'imagine que vous aviez un peu l'avantage du temps réel aussi. Du coup, dès qu'il y a un truc qui arrivait, c'était là. Ouais. Mais moi j'ai pas trop travaillé donc avec ce genre d'archi, donc je suis un peu curieux de savoir comment ça fonctionne. Et là, une des questions qui me vient souvent quand je réfléchis à ça, c'est comment vous faisiez pour gérer les problématiques de backfill historique ou des choses comme ça. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que, je sais pas quel genre de transformation vous faisiez, mais vous aviez un nettoyage et vous vous rendez compte qu'il manquait un truc et vous voulez repasser sur tout l'historique de données, est-ce que ça se faisait bien?
Ce qu'on faisait de souvenir, c'est on gardait la donnée brute forcément partout, très historisée dans un data lake. Et on avait de la chance de taper sur des sources enfin c'était directement des providers externes, donc c'était pas des vieilles bases de données legacy et tout, c'était vraiment des API third party. Du coup on avait la chance d'avoir les données raw, enfin on faisait des call API directement chez eux, ça arrivait dans notre data lake, et après on faisait nos transfos, et si on avait besoin de refaire une transfo différente sur tout l'historique, on pouvait le faire de façon assez souple. Après je cache pas, il y avait forcément des endroits, imaginons le provider de données qu'on avait, il changeait son schéma de données. Et bah là, fallait tout recompute, enfin refaire tous les call API avec l'historique que eux nous proposaient, et du coup refaire tout le compute. Donc c'était peut-être le creux de la solution. Mais vu que c'était pas cher, au final, tu disais bon bah au pire, c'est du code un peu jetable et je peux envoyer la purée, ça va pas me coûter trop cher. Et voilà. Ouais, après nous on avait fait une interface un peu, enfin une interface en code, hein, mais où tu pouvais relancer tes jobs facilement. Vous avez refait Airflow, quoi. Enfin, l'interface d'Airflow. C'était plus ouais. C'était plus, j'appuyais entre guillemets sur un bouton et ça me relançait tout mon flux de A à Z. Mais Vous aviez appelé la feature Clear ou pas? Vous aviez appelé la feature Clear? Non, je crois pas, mais potentiellement un truc du style, mais ouais, je vois les blagues derrière. Bon, c'était un peu aussi pour couper et passer. Il y a... On peut prendre une question, deux questions, des questions ou pas? Ouais. Ouais, bah en fait, Pour répéter la question c'est comment contourner les limitations de Lambda qui timeout à 15 minutes ou chez Google à 60 minutes par exemple. Ouais, et il y a une autre question derrière ça, mais c'est une très bonne question et que je me suis posée en arrivant justement dans cette stack là. Je me suis dit, mais en fait, si je veux faire, j'ai genre 1 Tera de données à processer, comment je vais faire? Parce qu'en fait, 10 minutes de lambda ça va pas me suffire. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on découpait nos données le plus possible en micro-batch, et du coup, ça scalait du coup énormément, parce qu'en fait, on avait des JSON des fois on était au kilobit, enfin vraiment très petits batch quoi. Et du coup, ça scalait à mort, mais ça c'est grâce à ma AWS entre guillemets. Et la question qu'on avait derrière ça, et je l'ai oublié, pardon, c'est potentiellement les installs aussi, parce que Cloud Function, bon, au début c'était que du Java et du JavaScript, un truc du style. Après il y a eu Python, mais c'était du 2.7, enfin c'était très old school. Et du coup des fois on avait des limitations, par exemple genre dans l'équipe on voulait faire du R, genre pourquoi pas. Et on pouvait pas faire du R en Cloud Function. Et après il y a un truc qui est assez cool chez AWS et Google là aussi, Azure je connais pas donc je pourrais pas en parler. Mais il y a un truc qui s'appelle Fargate. En fait, c'est comme des Cloud Functions, mais au lieu tu peux provide un Dockerfile ou une image Docker, et du coup, tu es full custom sur ton intégration, et ça marche comme une Cloud Function. Du coup, tu peux la trigger, et pareil, alors tu as quand même des limites, mais là, celle-là, elle est un peu plus haute, je crois que c'est 1 heure, et tu peux demander à AWS de la monter. Et chez Google, c'est pareil, c'est Cloud Run qui peut me permettre de faire ça, et Cloud Function, l'équivalent de la Lambda. Donc on n'avait pas trop de problèmes, et du coup, ouais, par contre, on devait découper nos données en micro-batch ou en batch de moins de quelques mégas ou quelques gigas maximum, mais ça marchait plutôt bien. Et du coup, vu que c'était très serverless, en fait, AWS, lui, tu pouvais dire pop-moi 300 lambda en même temps sur tant de données, et lui il le faisait, et ça prenait même pas 1 minute quoi. Du coup, c'était ultra optimal quoi. Ok. Je vais relancer. Je la prendrai après, mais je vais relancer la discussion sur Marc. De par ta position chez Astronomer, tu vois plus d'implémentation et d'installation probablement de Airflow parce que vous êtes bien placé pour voir les setups de ce que font les gens. J'ai deux questions. Est-ce que dans les chiffres, vous voyez que encore Airflow c'est le go-to en termes d'orchestrateur? Donc je te dis pas de donner les chiffres, mais est-ce qu'en termes de tendance, il y a toujours autant de projets Airflow qui se lancent et ce genre de choses? Donc c'est un peu pour répondre à la question de quelle est la place d'Airflow en 2023. Est-ce qu'on peut couper l'enregistrement vidéo ou... On pourra couper dans le podcast l'enregistrement, ouais. Ça c'est un peu le premier truc. Et le deuxième truc c'est pareil en termes de pattern. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit là ce soir, c'est quoi le truc que tu penses qui existe le plus souvent chez les clients ou dans les boîtes qui font du Airflow quoi? Alors juste pour resituer un petit peu, effectivement, c'est vrai chez Astronomer, il y a beaucoup de clients, beaucoup de grosses compagnies, d'ailleurs de diverses tailles, qui sont chez Astronomer. Après, je travaille pas directement forcément avec les clients, donc je vois pas forcément toutes les architectures qui ont été mises en place.
parce que c'est pas mon rôle, c'est plus les field engineers, etc. qui voient ça. Cela étant dit, est-ce qu'il y a toujours ce go-to avec Airflow? Est-ce que la popularité est toujours là? Je pense qu'elle est toujours là. Mais c'est plus du fait, c'est pas forcément du fait d'Astronomer, c'est le fait de la communauté surtout. Et d'ailleurs, Astronomer, son rôle, c'est pas de remplacer la communauté, c'est plus justement de la soutenir. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'Airflow en fait. Je sais pas si vous voyez actuellement, mais il y a des releases qui arrivent à peu près tous les mois sur Airflow. Donc d'ailleurs, c'est presque assez difficile à suivre. Mais ça montre aussi à quel point le projet est actif. Et je pense que c'est ça qui fait sa grande force par rapport à d'autres projets. Donc on a dit qu'on parlait pas de la concurrence, donc je ne parlerai pas de la concurrence. Mais je pense que c'est pour ça qu'Airflow est encore le go-to. Et d'ailleurs, faut pas sous-estimer une chose, c'est que aux US, Airflow c'est un petit peu l'orchestrateur à utiliser. Je trouve qu'en Europe, on est encore un petit peu en retard à ce niveau-là. Donc là, on est un petit peu dans la tech, etc. Donc pour nous, ça paraît obvious. Mais il y a beaucoup de compagnies encore, téléphonie mobile, etc., sans citer, qui pensent à Airflow et veulent se former là-dessus. Donc je pense que c'est encore l'orchestrateur le plus populaire, en tout cas. Maintenant, au niveau des... Je crois que ta seconde question, c'était... Et les patterns ou par rapport à toutes les implémentations dont on a parlé ce soir j'avais vu les surveys déjà qu'il y avait eu Python le Kubernetes, le setup Kubernetes arrivait de plus en plus et ainsi de suite. Toi, c'est quoi ce que tu sens? Parce que sans parler forcément des clients astronomeurs, mais tu as quand même une voix dans la communauté Airflow et il y a beaucoup de gens qui, j'imagine, te parlent de leurs problèmes peut-être. Oui. non, en fait, souvent, après, le pattern qu'on voit le plus souvent, c'est, j'ai envie de dire, c'est des personnes qui utilisent Airflow dans un grand environnement Kubernetes. Ça se fait beaucoup. Il y a aussi Celery qui est pas mal utilisé. D'ailleurs aussi, on peut utiliser Celery dans un contexte Kubernetes. C'est pas exclusif. Après, voilà, en général, c'est plutôt ce type d'architecture qu'on retrouve. C'est vraiment assez classique. Je pense que tout le monde a à peu près ça, des clusters Kubernetes avec Airflow qui run dessus. Très peu de local executor, forcément. Même si moi, je recommande toujours, honnêtement, je sais que dans la documentation, etc., il y a des recommandations. Mais encore une fois, c'est des recommandations. Je suis un fervent défenseur de start small et ensuite on voit ce qu'on peut faire. Parce que si on cherche tout de suite à over-optimiser et à avoir tout de suite le super cluster Kubernetes avec tout bien configuré, etc., vous allez péter un câble. Parce qu'il y a énormément de configurations et vous allez passer de data engineer à DevOps. Voilà, ça c'est clairement mon avis. Donc c'est pour ça que je conseille toujours de commencer simple. Et ensuite, quand on a atteint une certaine limite, qu'on voit nos fameuses tâches qui restent bloquées en queued, etc., et ben là, en fait, on commence à se poser la question, ok, comment je peux optimiser ça et tout. Je suis plutôt un défenseur on va essayer d'éviter de over-optimiser dès le départ. Et ensuite, on voit comment on peut améliorer petit à petit. Parce que je pense que c'est ça la force d'Airflow. Donc voilà, au niveau des architectures, malheureusement, j'ai pas trop une vue d'ensemble, mais souvent, c'est Kubernetes qui revient. Du Celery aussi, notamment pour les tâches courtes. On a parlé un peu de streaming, on ne peut pas faire de streaming avec Airflow. Ne mettez pas un scheduler à intervalle à 1 seconde, ça ne marche pas. Voilà. Mais Celery, par exemple, pour des petites tâches qui s'exécutent rapidement, c'est très utile. Ce sera plus rapide qu'avec un Kubernetes, puisque y a tout le overhead que vous allez avoir pour starter un pod, etc. Voilà. Vas-y, si tu veux. C'est un peu, je change un peu de sujet, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé que je pense que c'est important aussi à signaler. Alors peut-être que ça a changé depuis les astronomeurs et les dernières versions d'Airflow, mais je me souviens que quand j'avais lu la doc d'Airflow, ils insistaient aussi pas mal sur le fait de dire que voilà, Airflow avait été conçu pour répondre à certains types de use cases, notamment des transformations des pipelines sur de la donnée avec des tâches idempotentes et donc il y avait des opinions assez fortes sur la manière de fonctionner, et ils insistaient bien sur le fait de dire que c'était pas non plus pour tous les use cases et qu'il y avait que pour d'autres use cases différents. Voilà, c'est pas un scheduler universel et qu'il y a d'autres use cases où c'est peut-être pas Airflow le bon scheduler à utiliser. Mais je sais pas si cette position a évolué depuis, mais enfin, si là je donne juste mon avis, je pense que, c'est ce que tu as dit, Marc. Airflow, c'est un framework. Et comme tout framework, il y a des cas d'application du framework et des cas de non-application du framework. Et le gros problème, c'est que quand on est débutant, on ne connaît pas les cas d'application du framework. Du coup, on fait n'importe quoi. Ou on peut faire n'importe quoi, malheureusement.
jusqu'à ce qu'on apprenne qu'on se rende compte qu'on a fait n'importe quoi ou que quelqu'un nous le dise. Mais c'est le problème avec tous les frameworks. La comparaison que j'ai souvent, c'est que pour moi, Airflow, c'est comme Django. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du Django. Django, il y a plein de trucs à connaître pour pouvoir démarrer un projet sur Django. Alors qu'à côté, il y a Flask. Et Flask, honnêtement, un fichier Python, on a tout qui marche et l'API, elle a démarré. Sur Django, levez-vous pour arriver. Bah, ça a un peu changé. Et pareil sur Airflow, en fait, ça a un peu changé. Maintenant, le bootstrap, il est un peu plus simple. Mais c'est des frameworks et il y a trop de choses, enfin, il y a beaucoup de choses à connaître avant de démarrer et avant d'être proficient, de s'en sortir. Et en fait, il y a ce bootstrap au début qui est compliqué. Et voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord, hein, mais ça, c'est mon point de vue. Bah oui, c'est ça. Et puis, du coup, peut-être que voilà, tes use cases, au final, c'était peut-être pas ça, quoi. Ouais. Clairement, je pense, ouais. Et puis, comme je disais, c'était aussi la taille de l'équipe qui faisait qu'on pouvait pas se permettre d'aller sur du Airflow directement. Après, je me posais la question aussi, peut-être avec Astronomer, tu en sauras peut-être plus, mais est-ce qu'il n'y a pas le problème, j'avais vu dans Airflow, dans certains threads, certaines discussions quand tu as trop de tâches, tu commences à être limité par la base de données Postgre ou par. Parce qu'en fait, tu peux scaler verticalement, tu peux avoir un plus gros Postgre et un plus gros Airflow. Mais par contre, quand tu commences à vraiment beaucoup de ressources, tu vas peut-être être capé par ce scaling-là. Je sais pas si c'est un point que vous avez chez Astronomer ou pas. Après, juste là-dessus, si vous avez envie de voir ce que vous pouvez faire quand vous avez un problème, vous pouvez regarder la vidéo du dernier meetup où Le Bon Coin a partagé ses bonnes pratiques avec Airflow. Et dedans, par exemple, il y a des trucs qui montrent que par défaut, en général, le problème il se situe entre l'écran et la chaise, donc c'est nous. Et la raison pour laquelle ça ne scale pas, c'est que parfois on a écrit des mauvaises tâches qui ne scale pas. Par exemple, on fait des appels à des variables à plein de moments et ces variables, en fait, elles font des appels à la base de données et du coup, ça ne peut pas scale. Ça, c'est souvent le premier problème. Où on a des connexions et en fait, les connexions, on les met dans le init et pas dans l'execute. Des trucs comme ça. Et souvent, c'est ça les premiers problèmes de scale. Parce qu'en général, normalement, Airflow est design. Alors, le scheduler avait beaucoup de problèmes avant. Il s'est un peu amélioré. Et normalement, je sais pas si tu es d'accord, mais je pense que tu connais des gens qui bossent sur le scheduler. Non, je pense que ça a beaucoup changé depuis la version 2.0. Hein. Maintenant, si vous faites tourner Airflow en production, normalement, vous devriez avoir au moins 2 schedulers. Hein, c'est ce qui est conseillé en tout cas. C'était pas possible avant. Hein. Effectivement, avant Airflow 2.0, on pouvait pas avoir 2 schedulers en même temps, donc c'était le gros problème. Si votre scheduler il tombait, vous vous réveillez le lundi matin et vous êtes très heureux. Donc du coup, là maintenant on peut avoir 2 schedulers. Bien évidemment sur une architecture Airflow, en général ce qu'on conseille c'est d'avoir donc, plusieurs web servers, donc au moins 2, pareil pour les schedulers, et la base de données. Après la base de données, je mettrai un petit bémol quand même dessus parce que c'est pareil, je reviens à mon point précédent. Sûrement qu'on va avoir des problèmes de scalabilité à un certain point, mais avant d'arriver à des problèmes de scalabilité avec Postgre, à moins que vous ayez vraiment, qu'il y ait ici quelqu'un qui travaille chez Google, etc. Mais normalement, ça devrait aller, je pense. Honnêtement, c'est souvent. Non, mais et je dis pas ça. J'ai eu les mêmes questions quand je faisais vraiment du data engineering, etc. C'est que je me disais, mais est-ce que ça va scaler? Mais est-ce que ça va scaler? J'ai 500 mégas à traiter, 2 gigas à traiter par jour. Est-ce que ça va scaler? Ça va. Je veux dire, honnêtement, on peut tous faire tourner 2 gigas sur notre propre machine. Donc, c'est ça aussi où je veux vraiment mettre voilà, ça scale, ça peut scaler. Airflow, c'est utilisé chez Airbnb, chez de très grosses boîtes type Activision, etc. Si je me trompe pas. Donc voilà, il y a de très grosses, en tout cas, par exemple chez Walmart. Walmart, hein, c'est énorme. Chez Apple. Chez Apple, exactement. Chez Apple, c'est utilisé aussi. Chez Shopify aussi. Donc il y a beaucoup de grosses entreprises qui utilisent. Ça scale. Maintenant, je pense que honnêtement, je serais partant de pas trop se poser de questions tout de suite sur ça et de voir encore une fois c'est quoi vos limites et ensuite mais bien évidemment très bonne pratique aussi Christophe, faites attention surtout sur vos DAG, les connexions, etc. Ça part de là. Effectivement, si vous faites plein de connexions, ça va poser des problèmes de scalabilité. On peut peut-être prendre une petite question et après on va peut-être conclure. Peut-être que on a beaucoup parlé et il y a les pizzas qui sont arrivées. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Ouais. Le titre de la meetup, ça parlait de l'unbundling de Airflow. Ouais. Moi, j'ai vu le post de Daxter début de l'année dernière. C'est qui Comment C'est qui Non, c'est le post de... C'est une blague. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on observe justement ce phénomène
Ça, si vous voulez. Merci de revenir Ouais. au titre du meetup original. J'ai un peu dérivé. Mais Marc et peut-être Benoît, je pense que vous avez... Je pense honnêtement, moi je pense que c'est un petit peu, en fait, si on regarde l'article, l'exemple qui a été pris, c'était Craigslist. On a Craigslist et on va voir que quand on décompose Craigslist, en fait, on peut utiliser plusieurs applications pour refaire Craigslist. En fait, c'est un peu ça l'idée, je crois. Si tu veux, je peux juste reformuler le Je t'en principe. prie. Et en fait, on en a un peu parlé de l'unbundling dans le... Enfin, j'arrive pas à prononcer ce mot, mais dans les trucs d'avant, c'est... L'idée, c'est que quand on a commencé à faire du Airflow, on a tout mis dedans. Et vraiment, on faisait tous les use cases dedans parce qu'en fait, c'était la seule solution qui était sur le marché et qui répondait à nos besoins. Et plus le temps est passé, plus les gens ont généré des problèmes dans Airflow, il y a des trucs qui ne scalaient pas, enfin peu importe, il y a des problèmes qui sont passés dans Airflow. Et du coup, la réponse qui a été apportée, c'est ne le fais plus dans Airflow, fais-le dans mon service. Ne le fais plus dans Airflow, fais-le dans mon service. Et du coup, il y a plein de sociétés qui sont lancées pour faire tous ces trucs-là. Et c'est ça le principe de l'unbundling, c'est avant on faisait tout dans Airflow, et maintenant il y a plein de services autour qui permettent de faire ces trucs-là. Et du coup, ça sert à quoi? Et c'est un peu, ça revient à ce que disait aussi un peu Benoît, c'est en fait, on fait que parler entre des API, et Airflow, il a peut-être plus sa place. Et du coup, juste pour rebondir là-dessus, c'est un petit peu paradoxal, je trouve. C'est assez intéressant parce que finalement, on faisait tout dans Airflow, mais Airflow, son objectif, ça n'a jamais été de tout faire dedans. C'est-à-dire que dans la documentation, c'est pas écrit faites tout dedans. C'est pas ça. Et donc c'est pour ça que, en fait, comme tu dis, comme on a pris cette habitude de tout faire dedans avec notamment les Python opérateurs, etc., ou même d'autres opérateurs, peu importe. Mais comme on a pris cette habitude de tout faire dedans, et ben on se dit faut faire le, je sais pas prononcer ce mot non plus. Et du coup, le souci, il est là. Le but d'Airflow, c'est vraiment de trigger. Donc en fait, je trouve que le débat, je sais pas s'il est vraiment si significatif que ça, parce que finalement, le rôle d'Airflow, c'est de trigger ces outils. C'est de trigger un dbt, c'est de trigger un Airbyte, etc., ou ce genre de choses. Après, bien sûr qu'on peut utiliser Airbyte, puis dbt, puis d'autres outils sans utiliser Airflow. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais ensuite, la question se pose de la fragmentation de votre data stack. Si vous vous retrouvez avec plein d'outils partout, et que vous allez devoir faire la glue entre chacun des outils, ça va être un peu plus difficile. Et d'ailleurs, ça pose même la question qui est pour moi centrale du data lineage, en fait. Comment vous êtes capable de retracer tout ce qui s'est passé à travers de tous ces outils-là que vous avez. Plus votre data stack, elle devient complexe, plus c'est intéressant pour nous parce qu'on aime ça, et voilà, en tant que data ingénieur, on aime bien les outils et tester les nouveaux trucs, mais plus en vrai, ça devient compliqué à maintenir et à utiliser sur le long terme. Benoît, qui est très à cheval sur le budget, c'est pas bon. Je rigole. Mais c'est pas bon. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Je pense que je sais pas si vraiment le débat, si vraiment il a un sens, honnêtement. Voilà, je suis plutôt partisan du bundling. Je crois que c'est ça. Pour prendre peut-être un peu de recul là-dessus, je lisais un article la semaine dernière, je crois, à propos justement de unbundling ou bundling, du créateur de Netscape, donc la préhistoire de l'internet. Il date de 2014 l'article, c'est ça? Ouais, je crois que c'est James Bargell pour le Financial Times, un truc comme ça. Et il dit qu'en fait c'est toujours un cycle dans les produits en général de bundling, unbundling, et il prend l'exemple de l'industrie musicale. En fait, avant, on achetait un CD avec plein de sons dedans, donc bundling, et en fait on s'est fractionné par plein de services qui proposaient, où tu pouvais écouter juste du Napster, ou même maintenant Deezer, Spotify, etc. En fait, tu peux écouter un son à chaque fois, et t'es unbundling. Et en fait, même maintenant, il part même un peu plus loin. Il dit que même maintenant, en fait, même dans l'industrie musicale, on rebundle, parce qu'en fait, dans Spotify, maintenant, tu peux t'abonner tes artistes, tu peux faire des favoris, faire des playlists. Enfin, t'as plein de features dedans. Et du coup, tu rebundles. Et en fait, le point de l'article, de son argumentaire, c'était de dire, en fait, il y a toujours un cycle comme ça de bundling, unbundling, parce qu'en fait, il y a toujours des creux dans les produits où il y a plein de choses. Il y a toujours un petit concurrent qui va venir créer la petite feature qui est bien. Du coup, tu vas avoir tendance à débundler, enfin, je sais pas comment on peut le dire en français, mais à découpler, ou en tout cas C'est démantèlement, je pense. démanteler. Voilà, donc c'était son point, et je trouvais ça assez intéressant de dire que c'est peut-être un cycle qui n'est pas forcément de fin en soi. Je pense qu'en fait, le plus gros problème du bundling, on va réussir à le prononcer à la fin, c'est vraiment et je parle en tant que data engineer, c'est de se retrouver bloqué avec un vendor. Ça, c'est vraiment le truc qu'on déteste tous, mais tous les vendors veulent ça maintenant, Databricks, Snowflake, etc. Ils veulent tous avoir leur écosystème à la Apple. Et après, on se retrouve un petit peu bloqué.
Et dès qu'on veut avoir une nouvelle feature ou quelque chose d'autre, on est obligé d'attendre la mise à jour. Et on se retrouve avec des outils type SAP, etc. comme avant. Et ça, c'est le vrai problème. Donc c'est là où je pense pour moi le bundle, il est là en fait. Le vrai souci, c'est à quel moment on devient trop dépendant en fait de ça en fait. Et je pense que la question est, si en tout cas on utilise par exemple Airflow open source, forcément la problématique se posera pas. Après, si on utilise d'autres vendors, etc., là ça peut être différent. Et juste pour caricaturer, sur le unbundling, tu peux aussi être vendor lock. Parce qu'en fait, tu vas être dépendant de tous les autres services que tu vas appeler et que tu vas payer une fortune ou pas, hein, peu importe. Mais voilà. Mon point de vue, c'est beaucoup de marketing sur le unbundling et beaucoup de boîtes qui essayent de vendre une promesse pour sortir ce que tu faisais simplement dans un service qui te fait miroiter des belles choses pour aussi prendre ton argent. Enfin, ton argent. L'argent de ta boîte parce que c'est pas ton argent en général. Mais voilà. Moi j'ai pas forcément d'avis sur par rapport à unbundling d'Airflow, mais ça me faisait penser plus. J'ai l'impression qu'il y a un peu aussi une dynamique naturelle générale, parce que ça me rappelait d'autres mécanismes que j'ai pu voir, notamment chez United, et je pense dans la plupart des startups qui passent de une petite équipe à 500 personnes, 1000 personnes, etc., et qui grossissent. C'est que je pense que la plupart des boîtes, elles ont commencé avec un peu un monolithe, et puis en gros tu as tout fait dedans, tout le monde fait tout dans genre la base Postgre, où tout le monde est dedans, et puis après en fait tu as besoin d'adresser plus finement chaque problème en fait, et donc en gros tu vas commencer à faire des microservices ou des choses comme ça. Donc en fait tu as aussi un unbundling de ton IT en fait, où tu vas faire un peu la même chose, où tu vas avoir plein de trucs pour pouvoir bien séparer chaque besoin et avoir des équipes qui font spécifiquement chaque besoin mieux. Et je pense que c'est un peu la même dynamique là aussi, c'est qu'en gros tu vas vouloir augmenter la qualité des features et de la fonctionnalité de ce que tu fais sur chaque petit use case. Donc tu vas avoir plein de boîtes qui vont arriver, qui vont proposer des services. Et après, pareil, dans l'entreprise, tu vas retomber sur le problème inverse, où tu vas dire, mais maintenant tout est éclaté, je vais avoir une vision globale, je vais avoir machin. Et pareil, effectivement, ça a été dit sur les sociétés, Databricks, etc. Ils commencent sur un use case, et puis après, ils cherchent à grossir, à avoir plus de clients, donc ils vont chercher à refournir un truc où il y a tout, et donc en gros, tu as un rebundling derrière, avec plusieurs boîtes qui sont parties d'un truc différent, mais qui essayent à la fin de proposer tous la même offre générique. Et puis après, tu te retrouves underlock, quoi. Ouais. Eh bien, merci. Je pense que sur les discussions, on peut s'arrêter là et on continuera après autour d'une pizza. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. J'espère que vous avez aimé ces discussions et n'hésitez pas à venir me voir pour me donner votre avis. Juste petit instant promo de nos speakers. Donc Benoît, peut-être parle-nous de toi et de ta petite pub. Rapidement, j'ai écrit une newsletter un peu autour de la data, l'engineering et le design. Donc, je crois que Christophe a même dit que c'était un peu philosophique parfois, et c'est vrai que ça peut l'être un peu. Donc si vous intéresse c'est pas forcément trop technique, c'est un peu global et on parle de vision, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser en tout cas. Je recommande sa newsletter une fois par mois. Une fois par mois, c'est ça. Merci. Fercy, moins joli slide, mais... Oui, si jamais il y a des gens, comme je disais, je suis pas mal sur Spark, s'il y a des gens qui font du PySpark, ça peut vous intéresser. Moi, c'est des problèmes que j'avais pour gérer des schémas un peu complexes avec des structs, des arrêts de structs et des trucs un peu moches. Et donc, je viens de sortir une librairie là, et j'expérimente un peu avec ça, qui permet justement de manipuler des structures un peu nestées, un peu compliquées, comme si c'était un truc flat. Sachant que derrière ça va recompiler le code dégueulasse dont on a besoin pour faire le truc. Donc il y a a priori les mêmes perfs que si on le faisait vraiment, et ça peut être utile. Je rajoute aussi, je suis en train de rajouter une fonctionnalité de data diff aussi là, je bosse sur une interface graphique, alors je suis pas web designer, pas mal, c'est moche. C'est très moche, mais voilà, j'essaie de faire un truc un peu, j'essaie de faire un truc un peu en gros je favorise l'UX à la qualité graphique, quoi. Et voilà, et puis après ça c'est juste les repos si vous voulez voir, donc c'est SparkFrame, et j'ai aussi un blog Medium où j'écris des trucs sur Spark, mais pas que, ou des trucs un peu plus accessibles sur l'histoire du big data et les rôles de la data. Ok, merci Fercy. Et Marc?
Donc, donc forcément, étant chez Astronomer, et vraiment, je pense honnêtement que si vous souhaitez avoir une solution managée d'Airflow, je vous conseille vivement de regarder Astronomer, parce que si vous allez sur Le truc qui marche pas d'Amazon. Exactement, merci. MWA, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Chez Astronomer, il y a beaucoup de PMC members, donc de gens vraiment qui sont payés à travailler sur Airflow, et qui étaient aussi des committeurs Airflow, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de... Il y a une partie de la communauté qui travaille chez Astronomer avec Airflow. Et surtout, en fait, Astronomer, c'est plus que juste Airflow, c'est aussi d'autres fonctionnalités qui arrivent, type Data Lineage, type Cloud IDE, justement pour faciliter le développement de vos DAGs, etc. Donc je vous invite à regarder Astronomer. Et pour ma pub personnelle, si ça vous intéresse d'apprendre un peu plus sur Airflow, je fais régulièrement des vidéos, régulièrement des posts sur LinkedIn, donc c'est pour ça qu'il y a ma tête sur LinkedIn. Donc vous pouvez trouver des posts si vous voulez avoir des tips comme ça, daily tips sur Airflow. Et puis sinon, bah voilà, c'est tout ce que... Merci. Merci. Et je crois que c'est la fin. Ouais. Merci d'avoir écouté. Bah voilà, c'est la fin. C'est l'heure d'aller manger des pizzas et de boire un petit peu. Ok, vous pouvez pousser les bancs pour faire de la place parce qu'on va être dans la même salle pour manger.